Bonsoir et merci d'être là ce soir et merci à la Générale de nous accueillir. Donc c'est la première fois qu'on fait une rencontre, qu'on organise une rencontre puis ici. Et cette rencontre est la dernière du cycle Reportage militant. On avait reçu en janvier Serge Dignazio, photographe engagé au cœur des manifestations, puis au PCP, le collectif La Meute, composé de photographes et rédacteurs. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Gilles Luneau. Et je passe la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Gilles. Deux mots pour dire pourquoi et comment nous t'avons invité. Personnellement, je t'ai découvert et rencontré à travers des archives, des images d'archives. Lorsque j'opérais au Centre d'histoire du travail, j'ai découvert tes travaux sur les luttes paysannes dans la région, mais aussi au Larzac, dans les années 70. Et on s'est rencontrés par ce biais-là. J'ai découvert petit à petit que tu étais passé par l'agence APL, par la Tribune, et plus récemment par d'autres organes de presse, dont Global Magazine, dont tu nous diras peut-être quelques mots, au moins du point de vue de l'esprit. Et j'ai réalisé que non seulement tu avais photographié des mouvements sociaux, tu avais fait le thème de ce cycle, des reportages dits militants ou des reportages militants, on y reviendra, mais que ton militantisme se portait aussi sur l'information et que pour toi, l'information était un combat. Alors ça, on le sait, mais c'était une lutte, j'allais presque dire quotidienne, pour construire des moyens de porter une information avec une expression que je n'avais pas imaginée, mais qui était tu parles de Global comme étant la première ONG de l'information, et tu défends la notion de slow information. Donc je te passe la parole pour revenir sur ton parcours, en fait, qui est une histoire de la presse et des médias dits alternatifs, peut-être aujourd'hui, ou un petit peu différents. Bien, merci déjà de m'accueillir. Oui, quelques mots, on viendra après sur les questions que vous vous posez, sur la manière dont on photographie, on va dire le social en général, les mouvements et la manière dont on s'y engage ou pas. Il y a des photographes dans la salle? Il y a des gens? Ah, bah voilà. Ouais, deux. Bien. Donc je vais faire juste un petit rappel, mais ça intéressera peut-être les autres, sur pourquoi je suis devenu photographe. C'est quelque chose qui m'a pris très tôt. C'est-à-dire que, je sais pas, j'avais 9-10 ans, je faisais déjà des photos avec, vous êtes tous bien jeunes, la boîte Kodak, le parallélépipède noir, la chambre noire finalement, qu'avait ma maman. On travaillait avec c'était du 6-9 petits trous, on disait, c'est-à-dire des films 620, ça n'existe plus du tout. Et on les développait et on les tirait par contact. Il n'y avait pas d'agrandisseur, mais ça suffisait, ça faisait des petites photos comme ça, noir et blanc. Donc ça me tenaille depuis longtemps, la photo. Et comme j'y avais du goût, ma marraine m'avait offert un Starlet Kodak à l'époque, qui était une prouesse, parce que par rapport à la boîte à savon, comme on appelait le boîtier, la vieille boîte, quoi, qui était un truc de l'entre-deux-guerres. Hein. Le Starlet, il avait 2 positions, soleil voilé, soleil brillant. C'était génial. Voilà, ça commence comme ça, la photo. Mais même là, dès le départ, je suis pas très... je fais des photos souvenirs pour la famille, bien sûr, mais je veux dire, je suis pas dans le souvenir. C'est un truc qui m'a toujours été étranger. J'essaie en cadrant de mettre un peu mes émotions, de personnaliser. Voilà, je travaille. Dès le début, je suis là-dedans. Donc ça me tient, puis je grandis et j'oublie pas, je continue à faire la photo. Je travaille même mes premiers salaires. Hein, je veux dire, je travaillais pendant les vacances. Ça a été pour acheter un boîtier 24-36, pour acheter un Rolleiflex, donc un 6.6 un 6.6 réflexe pour ceux qui connaissent. D'occasion. Et avec ça, je commence à aller au-delà de l'immédiat. Je suis interne, j'ai un copain qui est aussi passionné, qui à l'époque a un Linov, ça vous dit peut-être rien comme appareil photo. C'est un 9-12, c'est du grand format avec un soufflet. Voilà.
Et donc, on construit un tas de choses ensemble pour faire, y compris donc du reportage. À la fois, d'un côté, on continue notre apprentissage sur le tas. Moi, j'ai pas fait d'école de photo, donc on apprend par essai, erreur, ce qu'est la profondeur de champ, la bonne vitesse, les sensibilités, le développement, parce très vite, on monte un labo. Et donc, le premier reportage que je fais, qu'on fait tous les deux, qu'on prétend être un reportage, on a quoi, ouais, on a 17 ans, quoi. On s'introduit clandestinement dans le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois. On se planque parce qu'on sait que le soir, il va y avoir la célébration de la Pâque russe. Et pour nous, c'est totalement exotique. Hein. La Pâque orthodoxe. Plus exactement, pas russe, mais orthodoxe. Et donc, on se planque. On a pris les films les plus sensibles de l'époque. C'est en gros de la Trix. C'est un film qui a disparu qui s'appelle Lanskochrome. Et on fait des images. Et avec le culot qui appartient à la jeunesse, on va carrément voir les journaux en disant on a un truc fabuleux, avec des photos très moyennes hein, quand même. Mais il y avait des bonnes plaques quand même, il y avait 2-3 choses qui étaient intéressantes. Et on est bien accueillis, c'est-à-dire que dans les services photos, on nous dit mais c'est bien, mais peut mieux faire, mais c'est bien, continuer. C'est comme ça, vous êtes sur la voie. C'est comme ça que ça démarre un peu. Mais toujours dans ma tête, moi je voulais être vulcanologue. Hein. Pour vous dire, on n'était pas dans la photo. J'avais un penchant comme ça, scientifique, le rocher aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est tellurique, qui me tient toujours. Hein. J'ai fait de l'alpinisme après, c'est pas pour rien non plus. Donc, il a fallu 68. 68, ça nous cueille pas, mais je veux dire, parce que moi, depuis 67, 66 même, je fais des manifs contre la guerre au Vietnam à l'époque. Hein. Bon, vous étiez pas né là, mais et je suis interne et je suis très meurtri par la situation de l'internat, de l'enseignement. Je suis dans un lycée public, mais c'est tenu, on va dire, de manière militaire. Enfin bref, et je suis fils d'ouvrier, boursier. On me le fait sentir quasiment à chaque fois que je l'ouvre, et donc je suis complètement révolté. Je suis déjà une boule de révolte quand 68 arrive. Juste pour la compréhension, je ne l'ai pas dit, mais tu es né en 1950. Voilà. Et donc, quand 68 arrive, je suis un des responsables du comité d'action du lycée, et on se répartit le boulot, et donc je m'occupe des relations avec la presse. Et là, c'est là que s'enclenche, on va dire, le désir journalistique. Ce qui se passe, c'est que je découvre le traitement de l'information, tout simplement. Hein. Moi, je suis là, délégué par mon lycée en grève pour faire passer l'info de ce qui se passe, quoi, faire savoir, et je me retrouve en face à ça n'a pas d'intérêt, ou tu vois, on arrive à peine à avoir une dépêche sur les choses. Et comme c'est 68 et que c'est en ébullition et que je suis interne à 20 km au sud de Paris, à Corbeil-Essonnes, je prends la mobilette et je vais à Paris. Je vais à Paris, je vais à l'atelier des Beaux-Arts, je vais au théâtre de l'Odéon, je rencontre les gens qui font un journal alternatif qui s'appelle Action. Et la première photo qui est parue, ma première parution, c'est dans Action. C'est une photo sans intérêt, je veux dire, d'un rassemblement dans le lycée, de contestation. Ça ne reste pas dans l'histoire de la photographie, mais c'est le premier pas dans, on va dire, le journalisme, même si c'est petit journalisme, ça vient là. Et après, ça va s'enchaîner comme ça, c'est-à-dire que à travers ces mois-là et ce qui va suivre, on réfléchit sur le traitement de l'information. On est sous la queue du gaullisme hein, et le début du pompidolisme. Alors pour ceux qui étaient trop jeunes ou qui n'étaient pas nés, il faut se rendre compte que les chansons de Brassens ou de Boris Vian étaient interdites à la radio, que le journal télévisé, il n'y en avait qu'un, le sommaire du journal était visé par le ministre de l'Information. Enfin, on était quand même corseté hein, au niveau de l'info. Et bien sûr, dans les journaux, le mouvement social, c'était tout petit, on ne lui accordait pas la place qu'on a pu lui accorder après. Donc je vais faire partie des gens, et on est quand même pas mal, à vouloir réinventer la presse. D'abord avec des journaux très militants. Alors à l'époque, tous les groupes entre guillemets gauchistes de l'époque ont leurs journaux, et donc je participe à ça. Je participe à un journal qui s'appelle La Cause du Peuple à l'époque, puis après un journal qui s'appelle J'accuse, et
quand je suis à J'accuse, c'est un journal dirigé par Jean-Paul Sartre, qui est très, très tonique. Hein. Je veux dire, ça ne donnait pas forcément dans la nuance. Hein. Il y avait des articles, ça ressemblait plutôt à des tracts par moment. Non, mais c'est vrai, il faut avoir le courage de le regarder avec la perspective historique. Il y a un mouvement de journalistes qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que lors d'une manifestation, de mémoire c'est de Réunionnais, il y a un journaliste du Nouvel Observateur qui était là, même par hasard, qui n'était pas là pour couvrir la manif, qui prend la protection d'un gars qui s'est fait blesser par les CRS, et il se fait attraper par les CRS, roué de coups, embarqué dans le panier à salade, jeté sur la rue entre 2 paniers à salade, repris, tabassé, il fait comme ça 3 camions, 3 camionnettes. Il est à l'hosto, un petit bout et tout ça. Quand on apprend ça, on est sidéré, parce qu'en plus c'est quelqu'un... c'est pas un violent, quoi. C'est un gentil, un doux. Il est chroniqueur scientifique, il s'occupe pas de politique. Enfin, je veux dire, ça met le feu aux poudres, les journalistes. Et donc le mercredi d'après, à la sortie du Conseil des ministres, il y a grève des journalistes. Tous les journalistes, hein, de la nation à l'extrême gauche, enfin, de la droite à l'extrême gauche, il n'y a aucun journaliste qui tend un micro, qui prend, les sacs photos sont par terre, etc. C'est la révolte par rapport à l'État. Et la liberté de la presse. Parce que oui, il avait sorti sa carte de presse pour dire mais enfin, boum, un journaliste super. et donc, sur la base de ce mouvement, on lance l'agence de presse Libération, en se disant, on va créer un lieu où les journalistes qui ne peuvent pas écrire dans leurs journaux vont pouvoir nous passer les infos. Toutes les dépêches seront anonymes, mais elles seront vérifiées, enfin dans les règles journalistiques, et on lance l'agence de presse Libération. Ça prend très très bien, hein, je veux dire, et la personne qui a eu cette idée-là, il s'appelle Jean-Claude Vernier, et sur la lancée du succès de l'agence de presse, qui a des antennes, il y a une agence de presse à Nantes, hein, l'APL l'Ouest, il y en a une en Belgique, enfin on est une AFP parallèle sans la pression politique, sans le corset politique. Et sur cette lancée-là, Jean-Claude Vernier a cette idée géniale. Il arrive un jour en réunion, il dit allez, et si on faisait un quotidien, et ça donnera Libé, quoi. Voilà. Hein, donc je participe à cette aventure-là, et ensuite, moi j'en ai un peu marre d'être à Paris. Je reviens sur ma famille d'origine, c'est Guémené-Pinfo, hein, c'est à 63 km au nord d'ici. Je reviens là, toujours comme journaliste, photographe. Hein. J'ai toujours fait les deux, où j'ai pas dit, je fais à la fois du papier et des photos. À l'agence de presse Libération, je m'occupe du secteur armée-défense. Hein, c'est moi qui suis ça, les questions de caserne, d'objecteurs de conscience, de révolte de soldats, de militarisation, d'entraînement des CRS dans les casernes. Tout ça, c'est des scoops qu'on sort. Et puis, quand je reviens ici, je reviens, on va dire, dans les bagages, la correspondance de l'agence Gamma, hein, qui me confie toute la région ouest pour couvrir. Donc c'est pour Gamma que je vais couvrir ce que vous avez vu et ce dont tu parles de lutte paysanne et ouvrière, hein, parce qu'il y a énormément de lutte ouvrière à ce moment-là aussi. On est en 74. On en parlait tout à l'heure. Pour donner une idée, en 73, j'ai souvenir de ça à l'agence de presse Libération, il y avait, en début d'année, entre janvier et mars, quelque chose comme ça à peu près, il y avait une séquestration par jour dans les usines. Ça vous donne une idée de la puissance du mouvement social de l'époque, quoi. Hein, des revendications de salaire, de conditions de travail, d'égalité homme-femme, enfin, je dirais, ouais, des sujets qui ne sont pas épuisés aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, je couvre ça pour Gamma sur un peu plus que la Bretagne. Hein. J'ai un bout de la Vendée, j'ai un bout du Mont-Saint-Michel, et ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas pour faire bouillir la marmite. Et donc, je continue à faire de la photo plus commerciale, et j'ouvre un petit atelier photo à Guémené-Pinfo où je fais des photos d'identité. Je fermais pour partir en reportage, tout le monde était au courant. Hein. Et photographie, portraits, même des mariages, voilà. Voilà, je refusais de faire les portraits de militaires et les communions, ça c'était quand même pas dans mes trucs. Mais tout le monde le savait, parce que bon, j'étais chez moi, j'étais connu comme le loup rouge, quoi. Voilà un peu mon histoire, et ensuite,
Ensuite, il y a non pas une interruption, mais vraiment un changement de fonction. Sur la vague rose de 1980, il se crée ici un hebdomadaire qui s'appelle la Tribune de Loire-Atlantique. Donc je fais partie des gens qui collaborent à ça. Je ne suis pas dans les fondations, mais qui collaborent. Et les photos que j'y fais me font plutôt connaître sur l'estuaire de la Loire. Et j'ai une proposition à ce moment-là de la mairie de Saint-Nazaire de m'occuper de tout ce qui va être archives photos, films, constitution du fonds de l'écomusée de Saint-Nazaire. J'y vais un petit peu à reculons parce que je n'ai pas envie de perdre mon indépendance. Et finalement, je signe un contrat comme quoi je mets ça sur pied, je fais toute la préfiguration et qu'au bout de 3 ans, je reviens en reportage. Et pour être sûr de retrouver ma place, je garde mes correspondances nationales. À l'époque, je collabore déjà au Nouvel Observateur, sur l'agriculture à Agri7, à Témoignages chrétiens. Enfin, j'ai une série de collaborations nationales que je ne veux pas perdre, et c'est dans le contrat, quoi. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, c'était peut-être une fois par trimestre une commande, mais je gardais ma place. Et au bout de 3 ans, j'ai remis ma démission. Et ils m'ont proposé de rester, hein, mais je veux dire, je suis reparti en reportage. Et là, je suis parti sur J'avais l'impression d'avoir un peu épuisé, personnellement, hein, je parle le sujet de couvrir le mouvement social, que ce soit avant sur toute la France et après en Bretagne, et j'avais envie d'autre chose. J'avais peur de m'épuiser moi, et j'étais dévoré par la géopolitique, par la réflexion des rapports de force dans le monde, et donc je suis parti en grand reportage, en photo, et puis après en article, on y reviendra peut-être. Et là, j'avais les entrées au Nouvel Obs, donc j'ai travaillé avec l'Obs pour le service étranger essentiellement, et puis au coup par coup, j'ai fait des choses pour Paris Match, pour Géo, enfin bon, voilà, la presse nationale en termes de magazine. Je quittais l'actualité chaude, hein, qui a un défi en photo, et c'est ça qui est quand même un peu épuisant en rythme, c'est qu'il faut à chaque fois que vous ayez une photo qui résume une situation, hein. C'est ça la couverture d'un photojournaliste en actu. Il passe qu'une seule photo, il n'en passe pas deux. En magazine, c'est autre chose, vous construisez un sujet, et donc et vous avez plus de pages aussi, donc l'écriture changeait. Voilà. Hein, je crois que j'ai à peu près résumé, et je vais finir en disant, mais je pense qu'on en reviendra dans la discussion, après, j'ai vécu, je me suis heurté, j'ai subi, j'ai combattu l'évolution de la presse. C'est-à-dire que la financiarisation de la presse, avec la disparition de la production des reportages photos, avec plein d'autres choses, hein, la numérisation, Internet, les pressions politiques aussi, hein. Il y a un certain nombre de livres que j'ai faits qui ont déplu et qui m'ont valu de perdre des collaborations dans des journaux. Et donc, au bout du compte, face à on va dire, la détérioration du traitement de l'info, parce que finalement, c'est toujours ce qui m'a fait courir. J'ai à l'époque, avec toute une équipe, lancé un journal en ligne. On l'a commencé en 2007, mais il a ouvert en 2011, tant qu'on roule tout, qui s'appelle Global Magazine. On en parlera, il est un peu souffreteux en ce moment. Mais à l'époque, on était avec Rue 89 et la Quadrature du Cercle, on était les 3 seuls pure players en ligne, quoi. Après, il y a eu Reporter qui est arrivé, puis après Mediapart. Mais nous, on était beaucoup plus mauvais sur le modèle économique. Voilà. Et je vais finir. Et au bout du compte, ayant fait le tour de ça, et parce qu'il faut quand même manger, il me restait une porte de sortie qui me ramenait à l'image et à l'écriture, qui était de faire du documentaire, et je fais de la réalisation de documentaire. Voilà. Et maintenant, je lève le pied parce que je suis en demi-retraite, on va dire. J'ai le privilège de faire ce que je veux, ce dont j'ai envie, quoi. Voilà. Quel rapprochement tu fais entre les médias que tu as connus, un peu alternatifs du début de ta carrière, et puis Global, justement, dont tu parles aujourd'hui, à l'ère du numérique et d'Internet. Est-ce qu'il y a une filiation entre les approches défendues par ces médias? Dans les années 70, on est très proche des mouvements sociaux, des organisations syndicales, politiques, etc. Comment ça se passe aujourd'hui dans une rédaction un peu qui
qui se veut en marge de la presse commerciale. Est-ce qu'on peut... Tu parles de Global ? Oui. Ouais, je ne suis pas sûr que ça soit l'intérêt, parce qu'on est subclaquant, hein, je veux dire. Donc, je pense qu'on y reviendra après. Mais sur la filiation, pour te répondre, je pense que, de manière générale, les organes de presse, ils sont le reflet de la société. Ils sont les miroirs de la société à chaque époque. C'est pour ça qu'il y a des journaux qui naissent et qui meurent, ou qui se transforment, qui se renouvellent, etc. Et Libé est un bon exemple, hein, je veux dire, d'être l'expression de la presse 68, finalement, hein, au niveau de la presse quotidienne. Cette époque-là, des journaux, on va dire, très militants, et pas toujours très objectifs, faut aussi le dire. C'est une époque où l'info était un combat, elle le reste, ça je le pense, mais qui était quand même, on va dire, pareil, encadré par des projets politiques. Derrière, il y avait toujours plus ou moins des relations avec un camp de gauche, de droite, et même le PC ou pas PC, l'extrême gauche ou pas. C'est vrai pour la droite et l'extrême droite, hein, ce que je dis. Je connais moins le milieu, mais c'est pareil. Aujourd'hui, je le vois dans ce qu'on pourrait appeler les nouveaux journaux, ou qu'on les traite d'alternatifs ou de militants, ils sont beaucoup plus sur des causes. Hein, je veux dire, il y a des gens qui défendent l'écologie, qui défendent la transition énergétique, qui défendent, voilà, hein, je sais pas, on pourrait faire un tour de net, on en verrait plein. Ils sont focalisés sur des choses parce que c'est l'expression de la société. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde un peu l'engagement des gens. On va pas faire un débat sur l'engagement, mais l'engagement des gens, il passe plus par les partis politiques, ou très peu. C'est comme ça, enfin on peut le regretter ou pas, mais c'est comme ça. Regardez les marches sur le climat, les jeunes, la manière dont ils se mobilisent, c'est totalement en dehors des corps intermédiaires traditionnels issus, on va dire, du 19e siècle. Donc les journaux qui naissent, ils sont le reflet de ça. Hein. Ça, c'est la première chose. Donc il y a une discontinuité dans la continuité. La continuité, c'est d'être le reflet de l'époque. Avec tous les travers, c'est-à-dire que pour être le reflet de l'époque, on sert aussi son lectorat. Donc on va choisir des sujets qui plaisent au lectorat. C'est vrai pour tous les journaux de toute opinion et tous les sujets. Parce qu'il y a le lien économique qui est là. Et on s'aperçoit, moi j'ai quand même du recul sur le métier. Moi, ce qui me passionne dans le métier, c'est d'aller chercher les infos qui remettent en cause ma vision du monde. Ce n'est pas celle qui la conforte, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on livre ça, en général, on déplaît au lecteur, quand on le bouscule intellectuellement. Hein. Pourtant, c'est bien ce qui permet la démocratie, ce qui éclaire les rapports de force, etc. Donc, par contre, je continue sur la continuité. Hein. Ce qui peut être continu, au moins dans mon cas, c'est l'effort pour être cohérent, pour rester cohérent sur mes choix. On le paye cher. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pu être rédac-chef, directeur de rédaction, etc. Mais les choix que j'ai faits, je le savais pertinemment, allaient me barrer, on va dire, une progression de carrière. Hein. Mais bon, c'est aussi le fait que je suis bien dans mes baskets. Et voilà. Hein. Voilà, la continuité, elle est là. Et je pense que si tu parlais de jeunes photographes, je pense que le travail sur la cohérence, c'est important. Faut être soi-même. Il n'y a personne qui peut être à votre place vous-même. Quoi. C'est vraiment important. Et en préparant la rencontre avec Xavier, on s'est demandé comment s'était construit aussi ton rapport au monde rural. Et donc là, en t'écoutant, on a fait le tour du diaporama et on revient à ces premières images. Et tu viens de nous parler là de ces questions effectivement de jeunes photographes, de lien à ce qui se passe, au fait d'être décalé par ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est construit, ton rapport à ce moment-là, à ces personnes-là? Et peut-être, ce qu'on avait noté aussi, c'est que dans ce qui se passe aujourd'hui, notamment par Global Magazine et d'autres formes, c'est qu'il y a
tu t'engages aussi à dénoncer l'agrobusiness et qu'il y a eu une forme de continuité entre le fait de suivre ces premières luttes et ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a deux parties. Il y a une chose qui est très, très courte, très simple. Je n'ai pas de construction du rapport au monde rural, j'en viens. Donc pour moi, il y a... Voilà, ça coule de source. Mes copains, c'était des paysans, mes cousins, c'était des paysans. Mon grand-père était forgeron, mon père était ouvrier plombier, je veux dire, hein, et ma mère couturière, mais zone rurale. Donc je veux dire, après, bon, j'ai été élevé, je le disais, à 20 km de Paris, mais c'était une campagne, une autre campagne par rapport à Guémené. On était en lisière de forêt, où on habitait, il faut imaginer, hein, dans les années 50, c'est un sentier qui n'est pas goudronné, hein, c'est vraiment on est à la lisière de nos forêts et autour c'est des champs où moi tous les jeudis, parce qu'à l'époque c'était le jour où on n'avait pas d'école, j'étais avec l'agriculteur du coin, j'étais au cul des vaches, j'étais à labourer avec le cheval parce qu'il n'y avait pas de tracteur. Enfin, je veux dire, pour moi je ne changeais pas de monde. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est que c'était une situation de lisière. Il y avait celle nature, forêt, sauvage, civilisée, mais il y avait aussi la lisière de la ville. Parce que donc, je suis né en 1950, c'est-à-dire qu'à 1 kilomètre de chez moi, il y a une cité d'urgence pour les gens qui ont été bombardés pendant la guerre et qui campent là dans des petits bâtiments qui ont été faits, pas de briques et de broc, hein, c'est fait en ciment vite fait, mais c'est couvert en fibro. Et donc, c'est des gens étrangers au monde qui arrivent là, hein, au monde rural qui est là. Et je me retrouve avec les enfants de mon âge à l'école qui viennent d'ailleurs, en fait. Quand je dis d'ailleurs, c'est pas seulement de la ville d'à côté, il y a aussi des petits Portugais, il y a aussi... C'est assez marrant. Et tout ça dans cette cité d'urgence. Et donc, j'apprends comme ça les zones grises, hein. Il n'y a pas que la ville, la campagne, mais ces mondes-là, je ne vais pas dire interlope, mais c'est ce qui m'a passionné dans le journalisme, c'est d'aller voir justement le complexe, pas le noir-blanc. Le noir-blanc, il n'y a pas besoin de journaliste pour le déclamer. Donc d'aller creuser ça, ce qui est les lieux de transgression, approcher la complexité en fait, et s'apercevoir que la complexité, c'est pas compliqué. Simplement, il faut prendre le temps de l'observer, quoi. Voilà. Hein, donc ça c'est pour. Donc le rural, je suis à l'aise. J'ai aucun problème, surtout dans cette région-là. C'est-à-dire que moi, 50 km autour de la Ronde, je vais chez les paysans, ils connaissent tous quelqu'un de ma famille ou qui me connaît, je parle gallo, enfin bon, il n'y a pas... c'est pas vraiment un souci, quoi. Alors ensuite, la deuxième partie de la question, c'était l'agrobusiness. Là, on va dire, c'est le produit de l'exercice journalistique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'accumulation des faits, elle est incontournable. Quand vous enquêtez sur un paysan ruiné, 2 paysans ruinés, 3 paysans ruinés, parce qu'ils sont endettés, parce qu'on les a mis dans des systèmes, je ne vais pas faire une critique de la manière des 30 Glorieuses et de la manière dont on a industrialisé l'agriculture, mais de fait, quand on s'aperçoit que ce n'est plus un cas isolé, mais que c'est un système, qui a une loi qui fait que... un entonnoir qui va éliminer une majorité de paysans. Je veux dire, moi, quand j'arrive en 74, à vue de nez, il doit encore rester 1,8 million, 1,9 million de paysans, il en reste 400 000 aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il faut se rendre compte de l'hémorragie, quand même. Et ça n'a pas été forcément que des départs en retraite. Hein. Je veux dire, ça a été monstrueusement violent, socialement. Donc, je vis ça, cette fracture culturelle-là. Hein, j'habite à Guémené-Pinfo, enfin, j'habite à Macérinck. Je veux dire, c'est les marais de Redon, je suis dedans, quoi. Hein, j'ai vu les gens que je connais, les copains, ruinés parce qu'ils ont cru, le prêt du banquier, ils ont cru qu'en mettant 3 ateliers de porc, ils allaient sauver la ferme. Non, la ferme, elle va aller grossir celle du plus gros déjà à côté, et la ruine, elle est organisée. Pas de manière complotiste, hein. Mais je veux dire que les règles économiques mises en place ne peuvent que produire ça. Donc quand on s'aperçoit de ça, on prend du recul par rapport à l'actu, et je reviens au chemin journalistique, je ne me contente plus de couvrir l'actu, je commence à faire de l'enquête, je prends un peu je change de registre journalistique. Et puis quand l'enquête ne suffit plus parce qu'on manque d'infos, je passe à l'investigation. Et là, on va chercher ce qui est sous le tapis, ce qui n'est pas dit, ce qui est, on va dire, moralement répréhensible dans une démocratie. Hein.
Et c'est comme ça que je fais des enquêtes sur le Crédit Agricole, sur Lactalis, sur Doux, voilà, hein, c'est sur la MSA, hein, je veux dire, c'est-à-dire que je grandis, moi, en même temps avec l'exercice du métier. Hein. C'est-à-dire qu'on mûrit et on s'aperçoit que bon, l'actu, ça ne suffit pas. La photo d'un jour, ça n'explique pas les situations. Ça n'explique pas les logiques à l'œuvre. Voilà. Ça répond à... Et justement, d'un point de vue photographique, comment tu traites ce genre de choses? Est-ce que le passage tu parlais de documentaire tout à l'heure, est-ce que c'est une traduction de cette difficulté à rendre compte des choses? C'est-à-dire que la manière dont on rend compte quand on fait ce passage-là, on passe à l'écrit. On passe à l'écrit parce qu'une photo, même 10 photos, c'est ce que je disais tout à l'heure, une photo d'actu, ça va, on fige un instant, on fige un cri, on fige une banderole, on fige quelque chose, une action, c'est très clair, c'est bon. Si la photo est bonne, il y a à peine besoin de légende, quoi. Par contre, quand on rentre comme ça dans l'enquête, dans l'investigation, là, il faut les mots. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, dans l'exercice journalistique, à un moment, il faut aller hors champ, hors cadre de la photo, quoi. Hein, le cadre en 2D de la photo ne suffit plus. On est obligé de prendre le stylo. Hein, voilà. Moi, ce qui m'a étonné dans les échanges qu'on a eus, c'est justement cette dichotomie entre l'image et l'écrit, où tu m'as expliqué que dans l'univers de la presse, soit on fait des photos, soit on écrit, mais on ne peut pas faire les deux. Surtout en France. Surtout en France, où on aime bien mettre les gens dans des cases, c'est-à-dire l'idée d'avoir une approche un peu plus holistique, un peu plus universelle, c'est un grand mot, mais je veux dire, avoir une curiosité, tout simplement. Hein. Avoir ce qui est un truc normal, et encore plus quand on est rural, hein, parce que, je veux dire, on observe le monde, la vie, la manière dont elle émerge autour de vous. Donc, réduire les individus à une seule activité, c'est le processus industriel. Hein. On démarre au milieu du 19e et petit à petit, si on reste sur l'exemple agricole, les paysans ils étaient en polyculture élevage, et puis après, on les a spécialisés, et maintenant, hein, on les spécialise en producteurs de poulets, de porcs, de céréales, etc. Et puis maintenant, on est au-delà, on spécialise les molécules. Hein, je veux dire, qu'est-ce que c'est que la sélection génétique, la modification génétique, je veux dire, c'est ça. Hein. Donc, la culture in vitro, enfin tout ce qu'on veut, je veux dire, tout ce qu'on voit aujourd'hui arriver. Donc, on est dans le stade ultime, on va dire, de la parcellisation. Hein, c'est-à-dire, à la fois, c'est des prouesses scientifiques et technologiques inouïes, et en même temps, c'est une réduction du champ de vision pour ne voir plus qu'un tout petit truc, parce que cette parcellisation-là, elle correspond à des parts de marché et à du pognon. Et on perd l'intelligence du tout. Donc, moi, comment je navigue avec ça, eh ben, je ne cède pas à la parcellisation. C'est-à-dire que j'ai pris pour habitude, mais j'ai eu des maîtres hein, là-dessus. Je veux dire que quand la réalité pose une question, je vais quand même voir dans la bibliothèque, je vais chercher des réponses, ou je vais chercher quelqu'un que j'estime plus savant que moi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité d'apprendre. Moi, si je fais ce métier, c'est que même aujourd'hui, à 72 ans, j'ai toujours la même soif d'apprendre. Je peux dire plein de mauvaises choses sur l'école, mais alors sur la soif d'apprendre, non. Ça fait partie de ma vie, quoi. J'arrive pas à la formuler, ma question, mais c'est sur la question esthétique. Comment tous ces chemins différents, comment ça a changé votre esthétique de photographe? Je vois, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, et quand on fait du paysage, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté au niveau esthétique? C'est pas forcément la bonne question que je pose, mais c'est autour de ça. Ah oui. Non, mais je vois bien. Alors, il y a deux choses. Quand on est sur les photos d'actualité du début, vous voyez, pas toutes, mais celles en noir et blanc, et c'est pas parce qu'elles sont en noir et blanc hein, qu'elles vont avoir la qualité que je donne, elles portent de l'info. Et donc là, quand vous regardez dans votre viseur, vous êtes à vous dire qu'est-ce qui résume l'instant, quoi. Hein.
on est là quand même pour rapporter les choses. On est les yeux du lecteur, hein, qui n'est pas là comme après quand on écrit, on va raconter les sensations. On est les 5 sens d'un lecteur quelque part. Donc le travail, c'est de se dire qu'est-ce qui va résumer la journée, l'action qui se déroule devant nous. C'est pour ça qu'on commence, quand on part en reportage en actualité, je parle, les bonnes photos, c'est les dernières souvent, parce qu'il s'est passé d'autres choses, vous voyez. Et ça c'est la capacité journalistique du photographe à se dire, bon, le début, c'est pas important. Là, il y a quelque chose, quoi. Et on le sait quand on déclenche, quand on a la plaque. Qui va suffire. Ça, je ne peux pas l'expliquer autrement. Et dedans, dans ce savoir un peu sensitif, comme ça, on sait qu'on a la plaque parce que graphiquement, elle fonctionne. Hein. C'est-à-dire que, alors sûrement que des professeurs de beaux-arts démontraient très très bien la manière dont le sujet se place dans l'image, dans la manière, il y a des lignes qui vont vers, etc. Mais quand on fait la photo, on n'y pense pas. Je pense que c'est ce qui fait un photographe et un non-photographe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on l'a, quoi, je veux dire. Ça, c'est pour le travail de l'actu. Mais il y a aussi des photos d'actu. Il y en a une, là. Hein, le gars qui se fait tabasser par la CRS, c'est abominable comme cadrage. C'est un document. Hein. On est là, on en prenait tous plein, des coups de matraque, moi aussi. Et on court avec, et clac, clac, on shoot. Je veux dire, là, c'est du document. Hein. Ça restera pas dans l'histoire de la photo. C'est du document. Et puis ensuite, quand on passe au magazine, c'est autre chose. Quand on passe au magazine, il y a vraiment la part, on va dire, de subjectivité personnelle, où on a du temps. On se dit là, pour raconter cette histoire, faut un lever de soleil ou un coucher de soleil, il faut une lumière du soir, y compris pour des gens, hein, c'est pas que pour des paysages. On sait que à tel moment, je sais pas, il y a des gens qui se baladent là. Voilà, on prend le temps, on construit et on se dit qu'est-ce qui va rendre l'ambiance, parce que avant une photo, il y a quand même une enquête journalistique. Moi, je veux dire, en amont, il y a du travail, le même travail intellectuel qu'un gars qui va écrire un papier. On se documente sur le sujet, on essaye de comprendre les tenants et aboutissants, et donc on va construire. On va construire la photo. On va se dire, là, si j'ai bien compris ce qui se passe, il me faudra une photo qui rassemble ça, ça et ça. Et on attend. On choisit un poste, on choisit une focale, on choisit une lumière et on travaille. C'est complètement différent de la photo d'actu, quoi. Hein. Moi, ça me fascine toujours d'entendre quelqu'un comme toi parler de son travail photographique, parce que tu fais partie de ces gens qui reconnaissent ne pas avoir de formation de photographe. Je pense à Alain Guillard, je pense à Jackie Péot, et souvent d'ailleurs d'autres personnes disent c'est pas la peine de mettre ça en avant. C'est quand même. Alors là j'ai cité des photographes de la presse locale qui font des photographies magnifiques. C'est presque vexant pour quelqu'un qui s'évertue à faire une école de photographie, qui va faire les beaux-arts et qui n'arrive pas à percer et à avoir la carrière et à produire les photos que chacun d'entre vous a pu produire. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir ton parcours sans sortir d'une école de photo? Alors, je pense que c'est possible, mais d'en vivre, ça, je crois pas. C'est ça la différence économiquement. Hein. Par contre, un parcours d'autodidacte, oui, je pense que c'est toujours possible. Mais c'est ce que j'expliquais à madame. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est... je vais le prendre autrement. À la différence, tu parlais de quelqu'un qui est dans une école de beaux-arts qui travaille la photographie. La manière dont... Enfin, le peu que j'ai approché, j'ai discuté avec des étudiants des beaux-arts, ça m'est arrivé. Ils travaillent à partir, je sais pas comment sont leurs cours de photo, mais à partir de règles précises de la composition de l'image, des trucs idéaux, etc. C'est-à-dire que, pour parler que de moi, mais je pense que, Jackie Péot n'est plus là, mais il aurait dit la même chose, nous on part de ce qu'on ressent. Et on part d'un impératif, c'est qu'il faut qu'on rende compte de quelque chose qui se passe. Alors, il y a la subjectivité de comment on le ressent et de comment on le met en image. Et ça, faut que ça fasse vite, ça. Et donc là,
je veux dire, c'est une éducation de l'œil, hein, je veux dire, parce que on peut dire qu'on a fait des bonnes photos, vu qu'on a quand même réussi à travailler pendant 50 ans, mais on en a raté un paquet, hein. Je ne vais pas vous faire la liste des choses que j'ai ratées. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir l'humilité de le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on s'est plantées, qu'on n'y arrivait pas. Alors peut-être qu'on n'était pas la bonne personne, pas au bon endroit, mais bon, peut-être aussi qu'on ne savait pas. Je veux dire que c'est aussi ça. Donc c'est comme forger, quoi, hein. Ça se fait en photographie, il faut faire des photos. Il faut faire des photos. Faut se laisser aller. Moi, je le dis, il faut photographier avec son cœur. Et le cœur, il va commander l'œil. Il va dire, bon, ben voilà, on s'aperçoit, on fait une photo, clac, on développe, à l'époque, hein, on développait, on disait, merde, je l'aurais fait au 135, ça aurait été 10 fois mieux, je me serais baissé, enfin, voilà. Donc après, quand vous êtes sur place, eh ben, vous ne refaites pas la même erreur. Si ça ne va pas, vous dites, tiens, je grimpe à un poteau, je me baisse, je change d'optique, voilà, je change aussi de vitesse et de diaphragme, enfin, et ça se fait très vite après, hein. Mais ça s'apprend en faisant, ça ne s'apprend pas à l'école en fait. Parce qu'à un moment donné, on produit des choses qui trahissent ce qu'on ressentait, donc il faut bien trouver le bon pinceau, quoi. Alors on parlait d'école et tu as été également enseignant. Oui. Ouais, je suis un prof qui a même pas son bac. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches et justement à transmettre de ce parcours que tu as eu et une autre question qui nous est venue aussi avec Xavier en préparant la rencontre, c'est cette question de l'engagement. Est-ce qu'elle est transmissible dans le cadre d'une formation également? Donc c'est une double question sur la question de l'enseignement. Ah oui. Alors, on commence par l'enseignement. Oui, j'ai enseigné à peu près, je n'ai pas fait le calcul exact, une dizaine d'années à l'UIT de Tours, à l'école publique de journalisme de Tours. Bonne école, au demeurant. Et j'ai enseigné une année, mais pas le journalisme, à la Sorbonne. Ça me plaisait bien, hein, après 68. Et je vous dis, moi j'ai boycotté le bac à l'époque et j'ai refusé qu'on me le donne gratuitement parce que je trouvais que c'était une question d'honnêteté intellectuelle. Et donc ça me plaisait bien. Et j'ai pas fait plus d'une année parce que j'ai été frappé par la limite d'âge sur la Sorbonne. Ils voulaient me garder. J'enseignais les politiques agricoles européennes. Et donc j'ai bien aimé enseigner parce que ça m'a obligé à systématiser ma pratique. Tu vois, ce que tu fais, un peu ce que je vous disais au sensitif comme ça, quand il s'agit de le transmettre. Alors la question de qu'est-ce que je transmettais, ce que j'ai eu envie de transmettre, c'était, on va dire, des outils simples et efficaces pour démarrer dans le reportage, quoi, quand on est jeune. Donc c'était à la fois des fondamentaux du journalisme, hein, les questions qu'il faut poser, la manière dont on prépare un interview, la manière dont on prépare un reportage à l'étranger, la manière dont on vérifie les sources, comment on recoupe des témoignages, enfin, des choses qui sont des fondamentaux, hein, indispensables pour bien travailler. La question de l'altérité, d'aller chercher le point de vue opposé, jamais simplement rester, même si on a de la proximité avec le sujet, d'en faire le tour, hein, d'aller voir l'autre facette. Elle n'est pas forcément noire, hein, mais il peut y avoir un autre point de vue. Voilà, alors ça, il y a des outils. Je ne vais pas faire un cours de journalisme aujourd'hui, mais il y a des outils. Donc, j'ai enseigné la manière de faire un portrait, d'investiguer, voilà, et beaucoup de reportages. Hein. Et au-delà de ça, ou sous-tendant ça, j'ai essayé là de transmettre cette idée dont je parle depuis tout à l'heure, de rester cohérent avec soi-même. C'est-à-dire que sinon, c'est un métier tellement dur. C'est un métier difficile. Je veux dire, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Que ça soit à l'écrit et encore plus en photo, et en cinéma aussi, hein, en film aussi, on prend quand même la misère du monde plein la figure et plein le ventre. Hein, je veux dire, que ça soit la misère sociale, que ça soit les guerres. Moi, j'ai été correspondant de guerre. Je veux dire que on revient pas indemne. Hein, on en prend plein la figure, et je dis plutôt plein le ventre parce que c'est des émotions que tu as là. Il faut tenir. Donc, faut faire ce qu'on a envie. Et on peut pas faire des sujets à contre-cœur si on veut bien travailler. Hein. Même si on va sur des sujets
vous avez vu passer, j'ai infiltré des réseaux intégristes et tout ça. C'est pas que j'adhérais au sujet, mais ça me plaisait de le faire. Hein. J'ai fait pour l'Obs une enquête sur l'extrême droite en Pologne. Je suis revenu, j'étais remonté comme une pendule contre ces salopards, mais je veux dire, j'étais content de l'avoir fait. Pour donner ces exemples-là, j'ai suivi un commando de Moudjahidine, j'ai jamais adhéré, je suis totalement athée au djihad islamique. Mais ça m'intéressait de savoir ce que ces gens avaient dans la tête. Donc, mais voilà, faut faire des sujets dont on a envie d'aller au bout. Faut pas faire quelque chose à contre-cœur, hein, parce que sinon, c'est surtout un indépendant. Enfin, je veux dire, c'est trop difficile à vivre, tout simplement. Hein. Donc voilà, cette question-là de fidélité à soi-même, de fidélité au principe du métier, de pas d'a priori, sur rien quand on est journaliste. Faut être curieux, faut laisser libre cours. Voilà, faut libérer l'énergie. Ouais, j'essayais ça, de libérer leur énergie. C'est-à-dire que l'info, c'est pas 3 tours de Google, quoi. Justement, comment on parlait du modèle économique, comment vivre de son travail à l'ère où beaucoup de photos sont reprises par la presse alors qu'elles viennent d'Internet, qu'elles sont postées. Alors, on voit l'exemple avec la guerre en Ukraine, ce qui est presque un contre-exemple en fait, parce que jusqu'ici, ces photos qui passaient par le net, c'était quelque chose de décrié. Et là, on s'aperçoit que s'il y a quelque chose que les Ukrainiens ont réussi, c'est peut-être cette information et la façon de faire circuler l'information à côté des journalistes envoyés spéciaux. Mais il y a aussi beaucoup de sources qui n'ont pas l'air complètement bidonnées, qui passent par ce médium. Là, on vit une vraie révolution, hein, de l'exercice journalistique. Donc c'est clair que, je veux dire, Internet, en gros, pour faire court, a changé complètement la donne, que ce soit en photo, que ce soit en écrit. Hein. C'est pareil. Alors pour en vivre, c'est ta question, parce qu'ensuite, pour l'impact sur la presse, mais pour en vivre, je pense que comme photographe, ça devient quasi impossible d'être simplement reporter photographe. Je veux dire, il y a très peu de journaux qui aujourd'hui ont encore des photographes salariés, et l'exercice indépendant que moi j'ai mené, hein, vraiment à 98% de ma carrière, même si j'avais des collaborations régulières qui m'assuraient du revenu, hein, j'ai une vie correcte, aujourd'hui c'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire que quand je partais en Afghanistan ou au Liban couvrir les guerres, j'avais l'assurance du journal. Pour l'Afghanistan, c'était l'Obs, pour le Liban, c'était le Paris Match. C'était, d'accord, il te faut combien, ta garantie de parution, même si ça ne paraissait pas, j'avais un minimum de garantie, ça n'existe plus tout ça. J'avais le montant de frais, on va dire, ce qu'il fallait, hein, c'était pas, mais ce qu'il fallait, c'est-à-dire que qu'on est en guerre, si le plat de riz vaut $200, il faut avoir les $200. Hein, je veux dire, donc on partait avec l'argent qu'il fallait pour ça. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, même des gens, moi je connais des reporters qui aujourd'hui bossent au noir à repeindre des appartements pour manger, hein, et c'est des grands photographes, hein, je tairai les noms, je veux dire, parce qu'ils ne trouvent plus de commandes, tout simplement, ils ne trouvent plus de commandes. Alors il y en a quelques-uns, et tant mieux pour eux, hein, et c'est à leur talent. Je pense à Eric Bouvet qui est en Ukraine, qui est un merveilleux photographe, qu'on s'est connu en Afghanistan, c'est un super mec, mais je veux dire, pour un Bouvet, il y en a 50 au chômage, quoi, hein. C'est ça qu'il faut voir. Donc j'ai un garçon qui... Oui. Même Eric Bouvet a galéré à financer son voyage en Ukraine il y a quelques semaines. Oui, absolument. Oui. Ah non, c'est un immense photographe, hein, je veux dire. Non, la situation est extrêmement difficile. Donc j'aurais un garçon qui veut faire comme moi, je dirais surtout pas.
Et s'il est accro à la photo, je lui dirais, écoute, fais du reportage, mais fais autre chose à côté. Fais de la photo d'auteur peut-être, fais du corporate, va faire de la photo industrielle, pourquoi pas, c'est pas honteux, c'est beaucoup mieux payé. Essaye de le faire en indépendant pour te dégager du temps et financer tes reportages. Mais je veux dire, c'est un métier en perdition, hein, complètement, pour plein de raisons. La première, c'est daté, hein, c'est daté, c'est la première guerre du Golfe. C'est la première guerre du Golfe, la chute de publicité, des recettes publicitaires dans les hebdos, qui étaient quand même les gros financeurs des grands reportages. La publicité n'est jamais revenue au niveau antérieur. Et ça, plus le numérique, là, les patrons de presse, ils se sont dit, ouais, super. Au lieu de faire, pourquoi s'embêter à faire des bonnes photos pour en prendre 3? J'ai entendu ça, hein. J'ai entendu ça à Géo. Hein, on paye un mec qui va ramener 100 photos alors qu'on va en publier 4. Ça ne sert à rien. Prenons des bons amateurs avec un iPhone et ça fera l'affaire. Et j'ai entendu ça à Géo. Et ouais, c'est quand même inouï quand même. C'est quand même inouï. Donc, c'est un métier en perdition. Alors, la manière de rebondir, je pense que c'est pas de sauver la photo, c'est de sauver l'exercice journalistique. Hein. C'est-à-dire que c'est une époque en même temps, si on regarde le bon côté, qui est un ferment pour réinventer la presse. Je crois qu'il faut réinventer la presse. Pour le dire de manière courte, pour me faire comprendre, je veux dire, on souffre de quoi? Je veux dire, l'époque de mes débuts, c'était dès l'instant qu'on avait de l'information, que ce soit en écrit, que ce soit en photo, on ramenait un reportage, on était à peu près sûr de le caser si on avait de l'info, au sens on amenait une nouvelle, quelque chose que personne n'avait fait avant. On se disait, ah dis donc, c'est bien ça, on n'a jamais vu ça, allez. Alors c'était une page, c'était 5 pages, mais on vendait toujours quelque chose. Je veux dire qu'aujourd'hui, la grande différence, aujourd'hui, ça date en gros de la globalisation, chute du mur, financiarisation, etc. Je veux dire, aujourd'hui, l'info est devenue une marchandise. Il y a des infos, même si c'est des vraies infos, des nouvelles, qui valent quelque chose et d'autres qui valent rien. Il y a des guerres dont on ne parle pas. Il y a des situations dramatiques dont on ne parle pas. Donc je veux dire, parce qu'on sait que ça ne va pas intéresser le lecteur. Il y a peut-être, j'en sais rien, je ne veux pas dire de bêtises, on va dire une proportion importante, je ne vais pas donner de pourcentage, des infos de ce qui se passe en Afrique qui ne passent pas parce que, on va dire, en gros, le continent noir, ça n'intéresse pas le lecteur. Ça aussi, je l'ai entendu dans des rédactions. Pas en une, toujours. Ah oui, non, c'est l'état de l'info-marchandise. On n'aurait jamais entendu ça il y a 20 ans ou 25 ans. Hein. Donc, pour arrêter l'info-marchandise, il faut arriver à disjoindre la production d'informations qui coûte beaucoup d'argent. Hein, envoyer quelqu'un, ça coûte de l'argent. Location de voiture, hôtel, tout ce qu'on veut. Donc, disjoindre la production d'informations de la rentabilité des journaux. Si on ne disjoint pas ça, on va aller dans le dépérissement continu. Et comment on peut disjoindre? Ça veut dire qu'il faut un modèle économique qui ne soit pas basé sur le développement, on va dire, capitaliste des journaux. Les journaux, ils ont toujours perdu de l'argent. Enfin, pendant 2 siècles, ils ont perdu de l'argent. Aujourd'hui, ils font de l'argent parce qu'ils font plus d'infos. En gros, si je le fais aussi de manière un peu provocatrice. Hein, parce qu'ils font moins d'infos et plus de pubs, plus de faux infos, de l'info-distraction, de l'info-émotion. Il y a une sorte de dictature de l'instant. Donc, pour en revenir à disjoindre l'info de sa rentabilité, nous, on avait une idée globale qui n'était pas une idée de chez nous. Hein. Je l'avais pris aux États-Unis sur. Il y a un journal qui marche très très bien en ligne qui s'appelle ProPublica, que je recommande. Ils ont lancé ça après la guerre en Irak, avec toute la répercussion sur la presse des mensonges du Pentagone, etc. Mais ils ont lancé ça sous forme de fondation. Ils ont fait une fondation. C'est dans la culture anglo-saxonne, hein, le fait de faire une fondation. Ils ont fait un appel, ils ont pris c'était une bande de journalistes assez reconnus. Hein, et bon, on est aux États-Unis, ils ont démarré tout de suite avec 60 millions de dollars. Je veux dire, Global, on a voulu faire le même modèle, on a démarré avec 1 000 euros. D'accord? Vous voyez la différence. Et
mais pour donner l'exemple, parce que je pense que ce qu'on a raté, d'autres peuvent le réussir. Parce qu'on n'était que des journalistes, et là aussi c'était un vrai problème. On aurait eu des gens qui savent manier l'économie, ça aurait été différent, mais on n'a pas trouvé. On cherchait chez des jeunes, on n'a pas trouvé. C'est aussi symptomatique, que ça soit pour animer le site internet, des community managers, que ça soit en marketing, en commerce, etc. On n'a pas trouvé dans les écoles des gens qui voulaient s'engager bénévolement 6 mois avec nous pour monter le truc. Tout de suite, ils demandaient beaucoup de sous. C'est aussi un reflet de l'époque. C'est-à-dire le combat collectif qu'on menait ne les intéressait pas finalement. Si on leur avait donné des sous, c'était pour eux un truc sur le CV, comme on fait 6 mois chez Médecins du Monde, pour un médecin. Mais sinon, ce n'était pas la peine. Donc, on a échoué. Mais je veux dire que ce qu'on proposait, c'était un abonnement à vie pour créer un fonds financier. On est dans le système, on n'est pas alternatif. Un abonnement à vie de 90 € à l'époque, ou 85 €, on l'a augmenté à 90 €. Vous étiez abonné à vie au journal, et avec suffisamment, en gros, à partir de 50-60 000 lecteurs, ce qui n'est pas non plus énorme, on avait suffisamment de quoi faire tourner une équipe. Et l'équipe, elle tournait, non pas avec une masse salariale énorme, c'était une toute petite équipe de gestion, là, très simple, et puis, avec une documentation, très important, une documentaliste, et puis la compta, et tout le reste, c'était par projet, c'est-à-dire revenir au grand reportage. J'ai un projet, je veux faire ça, j'ai besoin de 2 mois en Irak, j'ai besoin de 6 mois pour me faire embaucher dans une usine et voir ce que ça donne, etc. etc. Et à partir de ces projets-là, on débloquait le pognon, tout simplement. Et donc, on était sur un rythme slow info, c'est ce que tu parlais. On a lancé l'idée, le concept de ralentir l'info, prendre le temps de réfléchir, et de ne pas faire la course à l'exhaustivité des infos, mais d'aller plutôt éclairer justement ce qui ne se faisait pas. Bon, on a échoué économiquement, mais je pense que le modèle, j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps, l'IB parle de se transformer en fondation, justement sur la même question. Donc on a peut-être semé une petite graine là-dessus. Et est-ce que ça vous est arrivé de vous clasher avec des DA ou des rédac-chefs sur la façon dont ils avaient sélectionné ou édité vos images pour une parution, qui n'allait pas du tout dans le sens de ce que vous vouliez raconter? Oui, des trahisons, arrivé, ça oui, plein de fois. Mais même si on regarde, mais je ne suis pas le seul, vous pouvez parler à plein de photographes de presse, on a quand même un paquet de photos qu'on préfère et qui n'ont jamais été publiées. Alors, il y en a, c'est subjectif parce que c'est notre rapport au sujet, sûrement. Il y en a d'autres, c'est des vraies injustices par rapport à l'actu, oui, ou par rapport au sujet. Oui, c'est arrivé plein de fois. C'est arrivé plein de fois et ça arrive de plus en plus parce que il y a une sorte de dictature de la maquette qui s'est imposée. Avant, moi j'ai encore un souvenir, parce que j'ai pas perdu tous les neurones, on arrivait de reportage, on disait « t'as besoin de combien de places ?» Bon, aujourd'hui, t'es arrivé, on te dit, tu as 3 feuillets et demi, tu as 10 feuillets, et puis c'est tout. C'est-à-dire, même si c'est important d'avoir une page de plus, vous ne l'avez pas. Que ce soit pour la photo, que ce soit pour le papier. Et donc, il y a eu cette dérive aussi du respect du photojournalisme. C'est-à-dire, il y a des journaux, je pense à Match, je pense à VSD, Oui Demain maintient ça, c'est le trimestriel qu'il faut saluer, c'est-à-dire le récit photographique, le portfolio qui fait qu'il y a une narration, mais avec la financiarisation, donc payer moins les photos, donc s'abonner à des agences pas chères et plus faire travailler les agences de presse. On est arrivé aussi à passer en gros à la demi-page et au quart de page la photo parce qu'on la paye moins cher. Et donc il y a une floraison d'articles qui sont illustrés avec des vignettes, alors qu'avec une page, 2 pages, on pourrait faire quelque chose qui est une lecture de la situation, qui donne un rythme au journal, qui dose entre le visuel et l'écrit, et ça tend aussi à disparaître. Il y a une perte d'éducation là-dessus. Non, mais je pensais aussi carrément à justement des façons d'utiliser vos images qui trahissent, qui aillent jusqu'à trahir. Est-ce que ça a pu arriver? Moi, personnellement, trahir, non. Déçu, oui. Trahir, non, mais parce que...
parce que je suis un vieux renard, c'est-à-dire que j'ai toujours restreint les choix photos. Ouais, comment vous faisiez ça? Eh ben, je donnais 20 photos et pas plus. Ok, en fait, l'editing, il est fait par vous. Ça, c'est un truc de ceux qui sont un peu aguerris. Si vous laissez... Je sais par exemple qu'il y a des journaux qui... Il faut dire aussi qu'on était en argentique, c'était difficile. On envoyait nos rouleaux. Hein. On allait à l'aéroport, on confiait ça au personnel navigant. Il y a un coursier qui arrivait au pied de l'avion d'Air France à Roissy ou à Orly, qui récupérait les rouleaux, qui les emmenait aux journaux, qui les faisait développer. Aujourd'hui, ça serait même plus possible parce qu'on dirait qu'on fait du trafic ou que c'est des bombes ou je sais pas quoi. Mais c'est ce qu'on faisait. Enfin, quand j'étais à Gamma, c'était ça. On avait des enveloppes en plomb pour protéger les rouleaux et on donnait ça au personnel navigant. Et tout le personnel navigant était OK là-dessus. Donc là, on ne faisait pas l'editing. Hein. On ne faisait pas l'editing. Mais bon, quand on avait des bonnes relations avec moi à l'Obs, avec Pierre Langlade, j'ai jamais eu aucun problème de choix photo, quoi, je veux dire. Hein, alors, ce qu'il faut quand même voir aussi, c'est quand on est loin et qu'on envoie, ça n'existe plus aujourd'hui avec l'immédiateté du numérique, on n'a pas toutes les infos. Moi, j'ai souvenir d'être dans des situations où moi, j'envoyais quelque chose et la situation avait changé, mais moi, j'avais pas le fil AFP pour me le dire. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, ce que j'envoyais était obsolète. Ça, c'est arrivé. Je veux dire, voilà. Mais trahi complètement jamais. Déçu, oui. Ça, oui. Donc, pourquoi tu n'as pas passé celle-là? Ah ben oui, mais celle-là me plaisait. T'étais là-bas, toi. Et justement, vous entendre parler de Gamma, ça me fait du coup réagir là en tant que iconographe ou personne qui s'intéresse au fond. Vos images, elles sont où et est-ce qu'elles sont diffusées? C'est accessible? Il y a eu des parutions, des livres, des monographies Il va se marrer. Gamma, ça a été un désastre, la fermeture de Gamma, rachetée par Getty Images. J'ai pu récupérer une partie des images. Mais moi, j'étais pas là. Par définition, je cavale quand même pas mal. Il me reste... J'ai même pas le compte de ce qui reste à Gamma, mais que comme de toute façon, j'étais hors délai pour réclamer. Ils ont des images à moi qui vont être signées Getty et dont je ne toucherai jamais un droit d'auteur. Ça, c'est à peu près sûr. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a quelques-unes. Je pense à certaines images d'Afghanistan, je pense à certaines images, celles-là ne seront peut-être pas utilisées, de la campagne Mitterrand. Mais voilà, c'est... Et là, ils ont les négatifs ou les hectas. Les hectas, ils ont les hectas. Vous les avez plus. Les négas, je les ai récupérés, mais les hectas, non. J'ai pas tout. Mais j'étais pas là. Je ne sais plus où j'étais. Il y avait, je ne sais pas quoi, 3 semaines pour se manifester en lettres recommandées et compagnie. J'étais pas là. Je lis le courrier très en retard, parce que quand j'arrive, c'est un peu classement vertical. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Ils sont débrouillés pour garder les fonds, en fait. Ils l'ont organisé. Et pour le reste, j'ai une partie de mes archives qui ont brûlé, parce qu'elles étaient au service photo de l'agence de presse Libération. Tout ce qui est 68, 73, 74 est détruit. Sur le coup, c'est un peu dur à digérer. Il y a eu une attaque des fachos, tout simplement, d'un commando sur l'agence de presse Libération, sur Photolib, ça s'appelait Photolib, au cocktail Molotov. Et on est quelques-uns à avoir perdu nos archives à ce moment-là. Voilà, et pour le reste, c'est entassé, parce que je viens de déménager, c'est entassé dans une grange. D'accord, le documentaliste en nous adore entendre ça. Et sinon, vous avez fait des livres que vous avez décidé de publier sur votre travail? Alors, sur le travail journalistique, pas vraiment. J'ai rien décidé. Je suis très mauvais pour ce genre de promo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu beaucoup de chance, à part celui-là, avec l'édition des photos, parce que j'avais fait tout un travail personnel sur les courses de chevaux, en noir et blanc, et qui a été massacré à l'imprimerie. Donc, j'ose même pas montrer le bouquin.
j'ai collaboré, j'ai eu des photos dans quelques bouquins, je sais pas, un truc sur la voile dans Ouest France, mais il y a longtemps, il y a 30 ans. Voilà, j'ai des collaborations. En tant qu'auteur, vraiment, il y a celui-là, qui est sous un pseudo, parce que ça, c'est une longue histoire, mais qui est un travail sur le port de Saint-Nazaire. Je venais de faire, pour l'écomusée, un travail photo sur les métiers du port. Vous avez vu quelques images. Très mauvaise. Hein. Là, c'est vraiment, j'ai plus que des petits tirages. On a scanné en vitesse. Les photos sont bien meilleures, mais les originaux sont à l'écomusée de Saint-Nazaire. Et bon, j'ai pas eu le temps. Ça fait 3 ans que je dois passer à l'écomusée de Saint-Nazaire, voir, scanner et tout ça. Je vous ai dit, je suis pas trop dans le souvenir. Et donc, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais, on va dire, passé des mois à faire tous les métiers du port, hein, des pilotes qui montent à bord des bateaux, aux lamaneurs, aux dockers et tout ça, en noir et blanc en couleur. Hein, et j'avais envie de paysage, mais du paysage humain, du même lieu. Et donc je me suis donné comme contrainte. Moi j'aime bien travailler comme ça. Je me dis, tiens, comme des fois je me dis, je pars avec juste tel objectif et rien d'autre. Là, je me suis dit, je photographie le port, tout ce qui est humain, mais sans humain. Je ne veux pas les voir. et qu'en couleur, et donc ça donne ce travail-là. Il y a une photo où il y a quelqu'un, il est caché un peu, il y a une photo. Ça, c'est l'interrogation écrite, de trouver l'ouvrier qui est caché. Voilà. Et après ça, le centre culturel de Saint-Nazaire m'avait demandé j'habitais Saint-Nazaire à l'époque, hein, donc c'est des photos faites le matin et le soir, quoi, sur les lumières du matin et du soir. Et m'avait demandé, parce qu'ils voulaient leur truc, que je fasse un travail, et donc j'ai pris le contre-pied et je leur ai dit, je veux bien, mais c'est un travail en noir et blanc. Et on revient aux hommes et aux femmes, et on change de catégorie. Il y a la maison qui accueille des écrivains étrangers à Saint-Nazaire, qui venait juste d'ouvrir, et vous avez vu quelques portraits. Et j'ai donc fait une sorte de contrainte aussi, et qui était un marché avec les écrivains quand ils arrivaient. Je les voyais, je ne sais pas, 3-4 jours après qu'ils soient arrivés, et je leur disais, voilà, si vous en êtes d'accord, on va faire un portrait de vous et un portrait de la manière dont vous occupez l'espace. C'est ce même appartement, quoi, cette résidence. Donc, la contrainte, c'est je viens sans prévenir. Il n'est pas question de ranger l'appartement. En gros, je voulais voir la manière dont ils occupaient le bureau et le salon. Hein, c'était pas d'aller fouiller les draps, c'était juste ça. Et pour le portrait, je leur demandais dans quel lieu ils voulaient être photographiés en ville. C'était aussi une manière d'appréhender la ville à partir d'un regard subjectif de quelqu'un qui n'était pas de la ville et même pas du pays. Et donc ça a donné ce travail-là. Il a aussi assez massacré à l'imprimerie. Il y a un livre, hein, mais qui est vraiment abominable. Donc voilà, j'ai un peu un mauvais karma avec les bouquins. Mais le travail photo m'a enthousiasmé. Le travail photo avec les écrivains m'a enthousiasmé. Et j'ai continué. On le voit vous avez dû voir, il y a surtout, à Saint-Nazaire, en noir et blanc, il y a surtout des hommes, et en couleur, il y a surtout des femmes. C'est la résidence et les écrivains invités au Salon du Livre Insulaire à Ouessant, où j'ai aussi comme ça quelques attaches amicales. Et donc, voilà, c'est du recul par rapport au reportage. Enfin, le portrait, en termes de journalisme, on dit toujours que faire le portrait de quelqu'un, c'est faire un reportage sur une personne. Hein. En photo, c'est pareil. C'est-à-dire que passer du reportage au portrait, il faut arriver à avoir un lien avec la personne pour essayer d'en avoir une facette, voilà, au 250e de seconde. Hein, c'est très difficile, le portrait. Oui, absolument. Je ne dis pas que j'ai réussi à chaque fois. Hein. Mais voilà. Je voudrais revenir sur cette question de l'écomusée qui est un peu en marge de ce qu'on a traité aujourd'hui, mais qui personnellement me tient à cœur. C'est la question de la construction du patrimoine. Donc c'est le projet de l'écomusée de Saint-Nazaire, avec quelqu'un qui à l'époque
s'appelle Daniel Sicard, avec qui tu as dû travailler. Et c'est sur la question de la place de la photographie dans ce projet et dans la construction du patrimoine industriel de Saint-Nazaire. Daniel Sicard venait de Nantes, il était passé par ce qui est devenu le Centre d'histoire du travail, où il avait déjà commencé à réfléchir à la place de la photo comme un moyen de transmettre des choses. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance de l'époque et donc de la démarche photographique que vous avez eue à l'époque? Alors, l'ambiance délicieuse, je veux dire. Bosser avec Daniel Sicard, c'était un bonheur. Puis avec l'équipe, hein, je veux dire, c'était quand même enthousiasmant. On nous donnait carte blanche, en gros, pour monter un écomusée au sens, vraiment écomusée au sens de Georges-Henri Rivière, hein, Maison des Arts et Traditions Populaires, c'est-à-dire un lieu de dialogue de l'histoire d'un lieu avec sa population. Hein. Il n'était pas question de figer et de faire dans les costumes, quoi. Et donc, ce qui était intéressant dans Saint-Nazaire, c'est que sur Saint-Nazaire, il y avait, je ne sais pas aujourd'hui, hein, on est en 82, il y avait encore des fermes sur la commune, et il y avait les chantiers navals. Bien sûr, c'était le gros sujet, c'était la navale, avec ce que ça veut dire de savoir-faire ouvrier et d'histoire sociale, les deux. Hein. Quand je parle d'histoire sociale, c'est toute l'histoire de l'anarcho-syndicalisme dont Saint-Nazaire est un des bassins, et où il y avait d'implanter aussi d'ailleurs pas mal d'ouvriers espagnols anciens de la colonne d'Urruti, pour ceux qui connaissent, qui étaient encore vivants. Donc c'était vraiment très très passionnant. Il fallait faire ouvrir les chœurs et les boîtes à chaussures pour récupérer des photos. Il fallait aussi convaincre les directions des entreprises de livrer des archives. Et donc dès le départ, pour répondre à ta question, oui, Daniel, il avait, et Michel Nola, qui était la directrice aussi, pensé la place de la photo, alors d'une part vraiment comme document, hein, on n'était pas forcément dans la recherche artistique, mais comme témoignage comme ça de l'histoire du milieu du 19e, de la création des chantiers à 82, qui était un tournant, hein, dans l'histoire des chantiers, parce qu'on passait de 10 000 ouvriers à 5 000 en gros, hein, pareil, je parle à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Donc il y avait aussi de l'agitation sociale, et on était suspecté par certains, des syndicalistes les plus virulents, d'être des suppôts de leur extinction, hein, je veux dire. De dire, vous êtes là, vous nous mettez du vernis culturel pour brader la sociale, quoi, grosso modo, et le travail. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas. On disait, mais non, il faut se battre sur la mémoire. Après, ça dépend du rapport de force, vous, avec le patron. Nous, on y est pour rien. Donc voilà. Et naturellement, au départ, c'était un peu difficile aussi avec les chantiers. Puis après, ils ont compris l'enjeu. Ils ont compris l'enjeu mémoriel, et donc tout le monde a donné des documents pour ce qui est des chantiers. Mais il y avait d'autres choses. Moi, je sais que j'ai lancé. Les Nantais, vous connaissez ça, l'histoire de la poche de Saint-Nazaire. On avait très peu de choses sur l'histoire de la poche, hein, finalement. Et donc, j'ai lancé l'idée de faire une exposition qui s'appelait C'est dans la poche, qui se ferait avec la participation de la population. On sortait des critères muséographiques de production ou de collecte d'archives. Et l'idée, avec appel au peuple, hein, j'avais mis les commerçants de l'avenue de la République dans le coup, et j'avais comme ça, je ne sais plus maintenant, 15 vitrines ou 20 vitrines de commerçants qui acceptaient d'exposer des objets. Alors par contre, avec nos règles, les cartels, tout propre. Et les objets, on a fait appel au peuple, et ça a marché. Il y a des gens qui ont prêté et des gens qui ont donné, et on a un fond de comment on vivait dans la poche, c'est-à-dire comment on a bricolé tout ce qui manquait, comment on l'a inventé. Voilà, enfin, c'était vraiment intéressant. Voilà. On a même fait... À l'époque, un pâtissier nous avait fait, j'avais demandé, il pouvait réfléchir à quelque chose, et il avait fait un petit pochon en pâte d'amande, bleu, blanc, rouge, c'est dans la poche. Ouais, voilà. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, alors, non, moi j'ai été chargé de la collecte des archives, de leur organisation, enfin au moins de leur pré-organisation. Donc, moi, j'avais pas la science d'un iconographe pour classer. C'était juste bien rangé, on va dire, et daté. Et
Après, il y a eu il y a des iconos qui travaillent à l'écomusée, et j'avais aussi en charge 2 autres choses. J'avais la production, donc les métiers du port, enfin l'état des lieux. L'idée, c'était l'état des lieux. Donc j'ai fait des photos aussi bien du bâti, des métiers du port, de la pêche. Voilà, je faisais mon boulot de reporter. Et la 3e chose, qui était là, où je participais, donc là c'était un travail collectif, avec la toute petite équipe de l'écomusée. Je veux dire, c'est l'équipe de préfiguration, on était 1, 2, 3, 4 plus un stagiaire objecteur de conscience. Donc c'était un gros boulot quand même à mettre en route. Ce qui était l'idée de partir là des travaux scientifiques, donc là c'était managé par Daniel Sicard, et de dire comment on traduit ça en exposition. C'est-à-dire si vous laissez faire un historien, vous avez que des aplats décrits sur les panneaux. Donc mais Daniel était sensible à la photo, mais l'idée c'était quand même quelle dynamique on donne, quoi. Et donc ça, on a beaucoup travaillé sur les premières expositions de l'écomusée, en particulier l'exposition Normandie, qui a quand même eu un énorme succès et qui est montée à Paris après. Ouais. Voilà. Alors là, ça réunissait la collecte de documents, d'infos, d'objets aussi, il y a les prêts, tout ça qu'il fallait gérer, et puis l'idée de, voilà, il y a monsieur ou madame machin qu'on fait telle thèse là-dessus, il y a quelques idées intéressantes, comment on met ça en scène? On cherche les cartes postales, les journaux d'époque, il y a tout un travail comme ça sur les archives pour soutenir, on va dire, le travail scientifique. Donc c'est juste pour revenir sur votre itinéraire. Je me rappelle avoir lu un petit commentaire de Depardon sur sa carrière et comment il avait débarqué au Vietnam sur les dernières années de la guerre et il n'a pas eu le courage d'aller sur le front. Donc il était resté, il avait pris des photos à Saïgon. Voilà. Et vous avez franchi ce pas-là. C'est quand même pas rien. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, je vais aller en Afghanistan? Parce que passer des luttes sociales, on peut prendre des coups de matraque à partir dans la cambrousse avec des gars dont on n'est pas forcément très sûr. C'est assez surprenant, non? Comment ça s'est passé, justement, ce passage-là? En fait, c'est pareil, j'en reviens à l'info, au questionnement sur le monde. J'avais aucune envie de mourir à la guerre. Dit de faire le mariole, enfin, je veux dire, on revient, c'est des choses où je connais personne qui a couvert des guerres qui a envie forcément de s'étaler dessus. Enfin, je veux dire, c'est pas simple à vivre. Mais non, c'était le questionnement. C'est-à-dire qu'on était. Vous parlez de l'Afghanistan. Le questionnement, c'était quoi? On a l'Union soviétique à l'époque qui avait envahi l'Afghanistan parce que, pour plein de raisons géopolitiques et parce que la manière dont le gouvernement en place exprimait des velléités de plus grande indépendance gênait l'Union soviétique. Et face à ça, vous avez une résistance. Alors dans l'histoire de l'Afghanistan, il n'y a jamais personne, il n'y a aucune puissance qui a réussi à envahir l'Afghanistan durablement. Parce qu'il y a le terrain, parce qu'il y a une combativité des gens, voilà. Ils connaissent leur vallée. C'est des vallées perchées à 3500-4000 mètres d'altitude. Il faut voir la réalité du terrain. Donc, c'est ceux qui tiennent le terrain, c'est de la technique de guérilla. Donc, ils piétinaient, les soviétiques. Ils pouvaient prendre les villes, mais la campagne, ils piétinaient beaucoup, ils pilonnaient et tout ça. Et moi, j'apprends qu'il y a de la résistance à Kaboul, ce qui personne n'en parlait. Je ne sais plus ce que je foutais, j'étais au Pakistan quand j'ai appris ça. Et donc, je reviens, parce qu'on ne monte pas un truc comme ça, je reviens à l'Obs et je leur dis, écoutez, voilà, j'ai une info, ça mérite d'explorer, il y aurait des groupes de moudjahidines qui ont des réseaux de résistance dans Kaboul, ils descendent des officiers, ils font sauter des trucs et tout. Et alors là, on me dit, bah ouais, c'est intéressant, j'ai le feu vert, ce qu'aurait pu aujourd'hui, hein. Je veux dire, j'ai le feu vert, j'enquête, je retourne au Pakistan, bref, j'identifie la chose, c'était des Hazaras, là je comprends mieux l'affaire, il y a plusieurs ethnies, hein,
en Afghanistan. Les Hazaras, ils sont dans, on va dire, le centre-ouest de l'Afghanistan, là où les Crétins ont fait sauter les Bouddhas de Bamiyan. Donc c'est des descendants de Gengis Khan, hein, ils ont les pommettes hautes, les yeux bridés. On en voit un ou deux là, hein, sur les photos. Ils sont chiites, alors tout le reste de la population est sunnite, et ils sont les paillassons des sunnites. Hein. Ils sont méprisés, mais je veux dire, voilà, c'est les paillassons. Donc ils sont portefaix du bazar, les emplois publics leur sont interdits, l'école pareil, etc. Donc ils sont boniches, portefaix, valets, et donc ils passent inaperçus. Ils servaient chez les Russes. Ils étaient chauffeurs, ils étaient, comme c'était partie négligeable, ils étaient transparents. Je veux dire, comme on aurait regardé les esclaves au VIe siècle, quoi. Donc, négo avec un des émissaires de leur chef, ça se passe au Pakistan, à Peshawar, et il me raconte ça, et je dis, écoutez, moi, je veux bien vous croire, mais je veux voir. Et il me dit banco, alors on prend rendez-vous, et je pars avec un commando, on passe les lignes soviétiques, on est à un moment dans un truc de guerre où il y a quelques photos en tranchées, quoi, c'est 14-18, on est dans des tranchées, tout ça, et donc moi je suis sur ma quête d'infos, je ne vais pas dire que j'ai pas peur, hein, quand on vous tire dessus, ça fait quand même tout drôle, quand il y a des bombes et que vous faites un bond comme ça voilà, mais tellement tenaillé par l'idée, mais je veux aller au bout de ce truc, nom de Dieu, je veux savoir ce qui se passe, et du coup, ça marche, je vais jusque on traverse, il y a un désert qui s'appelle le désert du Logar, et on rentre dans Kaboul, et j'ai la preuve qui sont vraiment bien infiltrés dans Kaboul, oui, absolument. Et je reviens avec ça, qui est un vrai scoop, hein, je veux dire, ça paraît dans l'Obs, ça s'est repris par plein de journaux étrangers, oui. Après, je me faisais foutre de ma gueule. Il me disait, mais avec les Russes, tu pouvais y aller en avion. Il a fallu que tu fasses 400 km à pied parce que c'est ça que ça représentait pour le faire. Voilà. Mais donc, ensuite, bon, je ne sais plus dans l'ordre. Est-ce que j'avais traîné au Liban avant, peut-être. J'avais couvert le conflit sahraoui aussi. Mais c'était toujours sur des questions de géopolitique, en fait, hein. C'était pas du tout par goût de se faire tirer dessus. Alors c'est vrai qu'on est en photo, on va un peu devant, mais bon, j'ai failli mourir 2-3 fois, mais ce que je me suis aperçu, surtout autour d'Afghanistan quand même, plus que du Liban, c'est les mauvaises nuits que je passais. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on se dit, moi je m'en apercevais pas, mais ma compagne si, t'as des nuits agitées. Quand il y avait simplement un avion de ligne qui passait au-dessus de ma seringue, que je roulais par terre pour me protéger de nuit, tu as les réflexes, tu te roules par terre, tu essayes de te mettre sous le sommier, tu te dis là, il avait peut-être temps d'arrêter. Parce que ça t'est rentré, quoi. Et tu mets des mois à t'en débarrasser. Et puis, je veux dire, voilà, on n'a pas de la chance tout le temps. Et moi, j'ai vu des confrères, hein, et des consoeurs qui étaient drogués à la guerre, par contre. Parce que c'est vrai que si on réussit à le faire, c'est qu'on a des décharges d'adrénaline monstrueuses. Donc c'est une came, quoi, hein, c'est de la drogue. Donc finalement, tu prends goût à avoir peur, à la surpasser. Hein. Tout le monde a peur, faut pas croire. La question, c'est ou bien tu as peur et tu dis je fais demi-tour et c'est pas fait pour moi, et puis c'est tout à fait honorable, ou bien tu te dis je vais au-delà parce que j'ai envie aussi de savoir si je suis capable de le faire. Et là, je pense qu'en sécrétion d'adrénaline, ça devient une addiction. Ça devient une addiction. Et donc, à un moment, voilà, j'ai eu cette présence d'esprit, parce que sinon je me serais peut-être fait descendre. Hein. On a un confrère qui s'est fait descendre là hier, quoi, de BFM, là. Il y en a deux, hein, français, mais il y en a plein d'autres, je veux dire. Et après, moi, ce qui m'a fait arrêter, il y a d'une part cette idée que, quand même, méfie-toi,
et la deuxième, c'est la mort d'un ami, tout simplement. À l'époque, c'est le conflit en Yougoslavie. Et Pierre, du Nouvel Observateur, qui était lui, rédacteur, qui ne faisait pas de photos, mais avec qui on avait été en couple, entre guillemets, en duo, sur plein de choses difficiles. On avait couvert les dictatures latino-américaines, on s'était pris des coups partout, arrêté un peu partout. C'est avec lui qu'on avait réussi à rentrer chez Ceausescu, en Roumanie. C'est nous qui avions sorti, enfin c'est mes images, qui avaient sorti sur la destruction des villages roumains, sur la construction du palais de Ceausescu. Après on s'était fait arrêter. Enfin bref, on avait plein d'histoires, on va dire comme ça, d'anciens combattants. Il part en Yougoslavie, le journal ne me donnait pas de garantie. J'ai dit, moi je pars plus sans garantie. Garantie, ça voulait dire si je me fais descendre, ma famille, mes enfants, il y a une assurance vie qui tombe, quoi. Le journal n'en donnait pas. J'ai essayé un ou deux autres journaux, ils n'en donnaient pas. J'ai dit, Pierre, j'y vais pas. Il m'appelle la veille de sa mort. Il m'appelle, il me dit, viens, je te paye une nuit d'amour à Venise. Tu vois, on faisait un relais à Venise. Il mettait ça sur le compte du journal puis il dit après, on est en Yougo. Et j'ai dit non, Pierre, là, c'est pas possible. Mon fils venait de naître en plus. J'ai dit non, sans garantie, c'est non. Et le lendemain, aux infos, j'entends qu'il a sauté sur une mine. Et là, j'ai dit stop. J'en suis toujours pas remis. Enfin, je veux dire, c'est des trucs forts, quoi. Et là, j'ai dit bon, basta, parce qu'en plus, au journal, à l'Obs, il a fallu se battre pour avoir quelque chose en une. C'était le premier et le seul journaliste de l'Obs qui était mort sur un fait de guerre. Et je veux dire, ça faisait la fine bouche pour le mettre en une. Il a fallu ameuter. Là, j'ai œuvré avec les gens de la CFDT et tout ça. On est monté au créneau parce qu'ils avaient prévu la une de mémoire sur l'emploi des jeunes. Tu vois, ça fait vendre. Et donc, on s'est battu pour le bandeau. Et là, je me suis dit, je me fais pas tuer pour un canard pareil, quoi. Même avec mon amour de l'info. Bien, alors c'est pas facile de rebondir. Mais je vous propose qu'on continue de façon plus informelle autour d'un verre juste dans la pièce à côté. Et merci beaucoup, Gilles.